RCN. Le son de la différence. Réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, quel bonheur d'entendre ce petit jingle. Voilà, et David qui n'a pas mis son casque, qui ne marche pas, tout, c'est super. Oh, quel bonheur de vous retrouver. C'est la reprise, c'est la reprise de Réussite éducative. La semaine dernière et la semaine passée, c'était 2 vies associatives à la suite. Et je pense qu'on s'est dit ça, David. Cette année, on va faire 2. C'est ce que je dis la semaine dernière, donc ne me contredis pas. Ouais, bon, bah voilà. On va faire comme ça. C'est ce qu'on a dit en antenne, arrête. Donc 2 vies associatives, puis 2 réussites éducatives, etc. C'est plus simple. Du coup, ça nous permettra d'ailleurs en fin d'émission de déjà dire quelques mots sur l'émission de la semaine prochaine. On fera un petit effet d'annonce. Et oui, du coup, je fais semblant de vous retrouver, chers auditeurs, même si c'est toujours moi, mais là, c'est réussite éducative, donc j'ai changé de costume, de tête et tout, et de pause musicale, mais ça, c'est un autre débat qu'on va pas entamer ici. Ça va, David ? Ça va très bien. T'as passé des bonnes vacances ? Oui, j'ai passé des bonnes vacances. C'est un peu laconique ce que je fais là. Ouais. Non. J'ai passé des bonnes vacances. Ouais, non, mais c'est bien. De toute façon, c'était une question, je voulais pas que tu développes, c'est pas prévu sur le conducteur. Ben voilà. Non, mais c'est super, on est content. Puis en plus, chers auditeurs, c'est le direct. Et David est là. Et cette année, je suis sûr que ça va être comme ça tout le temps, c'est super. Voilà, toutes les planètes sont alignées. Quelques petits, comme on fait d'habitude, quelques petites infos. C'est la suite de la semaine dernière. Entre-temps, vous le savez, le défi qu'on avait annoncé, le Colmar-Nancy à monocycle, c'est terminé. Merci à vous tous parce que j'ai eu pas mal de messages. Il y a déjà eu pas mal de monde déjà à l'arrivée, à l'autre canal, le dimanche 10. Il y a aussi eu pas mal de messages ou sur Facebook, les mails, les machins, des SMS, tout. C'est super sympa. Donc, je suis en phase de récupération des différentes douleurs, etc. dont on a parlé la semaine dernière. Et puis, je ferai un bilan dans 2 semaines. C'est-à-dire à la prochaine vie associative, je recevrai mon grand ami Jean, du Rotary Club et de l'Interclub, etc., que l'on salue, que l'on embrasse. D'ailleurs, c'est grâce à lui que tout ça a eu lieu, puisqu'il a tout organisé, la logistique, etc. Je recevrai également Dominique, le président des motards. Vous savez, Une Rose, un Espoir, des Chardons, 54. Le motard qui m'a accompagné de Colmar à Nancy, qui a suivi avec sa belle moto, super belle, avec 2 roues avant. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et puis, à travers lui, bien sûr, on saluera l'ensemble des motards qui m'ont suivi à l'arrivée, jusqu'à l'autre canal, etc. C'était chouette, c'était vraiment chouette. Un moment très émouvant. Je recevrai bien sûr également les sœurs optimistes, car vous savez que c'était pour mettre en avant ce défi, pour souligner les violences faites aux femmes. Donc c'était pour une cagnotte réceptionnée par les sœurs optimistes, qui seront en plateau avec nous bien sûr, l'une ou l'autre représentante. On les salue, on les embrasse. Et vous savez que cette cagnotte pour France Victime 54, on l'a pas encore fermée. On la fermera sûrement début octobre, mi-octobre, le plus tard possible. Voilà, c'est pour ça que dans mon dos, mais vous pouvez pas le voir chez les auditeurs, j'ai toujours le QR code pour la cagnotte. Vous n'hésitez pas, si vous voulez soutenir cette action-là, vous allez bien sûr sur Allo Asso. Je crois que la phrase clé, il y a un mot-clé comme ça, c'est à vélo avec Chamallow. On tombe sur la cagnotte Sœurs Optimistes et tout est reversé, bien entendu. On est à peu près un peu plus de 6 000 € là, comme ça a été annoncé dans la presse. 6 000 € après ce défi-là pour France Victime 54. Et dans la deuxième émission, celle qui passera donc, donc pas dans 2 semaines, mais en 3 semaines, eh bien, je recevrai la présidente, Anne-Sophie, la présidente de France Victime 54, et qui nous parlera de tout ça, de toute cette thématique. Encore tellement d'actualité, malheureusement, des violences faites aux femmes. Je ferme la parenthèse. Juste 1 ou 2 infos. Samedi 23, vous retrouvez RCN, bien sûr, à la Pépinière, pour la fête des assos. Mais pas que, même si RCN sera partout. Voilà, au niveau sonore. Eh bien, il y aura bien sûr le stand de l'association Les Petites Grandes Âmes avec votre serviteur, à la fois dans le stand et en animation clownesque dans toute la pépinière. Ça, de 9h, 9h à la louche. C'est un peu comme quand je te dis j'arrive à la demi. C'est le 9h à la Chamallow, donc n'arrivez pas avant 9h30. Et donc de 9h30 jusqu'à 18h, jusqu'à la fin de la fête des assos. Là, n'hésitez pas à venir au stand parce que je vais essayer d'avoir le maximum d'informations dans le stand des Petites Grandes Âmes concernant les sœurs optimistes, les Onta, Kiwanis, le Rotary Club et puis toutes les autres associations. Bien sûr, le Téléthon, on va beaucoup parler du Téléthon aussi. Donc, n'hésitez pas à venir à la Pépinière. En plus, il fera beau, on a commandé le beau temps. Voilà, donc ça va être super, une très très belle journée. Ensuite, juste 2 infos. Le 7 octobre, j'animerai le King Jouet de Houdemont toute la journée, comme ça arrive 2 fois par an. Donc n'hésitez pas aussi à venir parler des actions, venir parler du défi à monocycle qui s'est terminé là. Et le
2008, j'animerai l'hippodrome. J'ai appris qu'il y avait un hippodrome à Nancy, je ne savais pas. Et voilà, je ne savais même pas. J'ai honte. Arrête de rire. Sinon, je te donne la parole. Et du coup, l'hippodrome pour la première action Téléthon. Ça lance le Téléthon 2023. On est en 2023 ? Ouais, c'est ça. Donc, l'hippodrome pour une action 2023 aux côtés de Michel Adam, mon ami, le coordinateur de l'AFM 54. Je ferme la parenthèse. Je vous dirai tout ça plus largement dans 2 émissions Vie associative. Mais tout de suite, réussite éducative. Tant qu'il est là, j'ai fermé les studios à clé. Il ne peut plus partir. C'est le direct. David, aujourd'hui. Oui. Ah oui, si, David, on peut quand même le dire aux auditeurs. Si, j'ai failli oublier à cause de voilà. Et j'ai failli oublier. Attention, nous avons préparé cette émission pendant les vacances parce que nous on prépare. Voilà, c'est comme ça RCN. Voilà. Et j'ai fait une super interview. Voilà, mais on n'avait plus de piles. Et c'était magnifique parce que c'était digne de nous. Pendant que David courait comme le vrai petit reporter qu'il est, comme Tintin, voilà, avec sa belle mèche et tout, il courait chercher des piles. J'avais fait une interview et pourquoi je voulais en parler ? Parce que c'était, comment s'appelle le lieu où on était ? Alors tu sais que je ne me rappelle plus. Mais si, c'était... c'était chez Jeune et Cité. Voilà, chez Jeune et Cité. Oui, c'était Jeune et Cité. On en reparlera, peut-être t'as prévu de le dire aujourd'hui, tout ça, mais moi j'avais été très touché justement par toutes ces actions, Jeune et Cité, les associations, tu sais, qui est au cœur des quartiers, qui font vivre même l'été, voilà, qui dynamisent le quartier, etc. Donc on en reparlera. Ouais, on en reparlera et on se débrouillera pour pas avoir de problème de pile, parce qu'en effet, problème de pile, nous n'avons pas l'interview. Oui, mais c'est pas grave. C'est ce que je voulais au moins souligner, c'est que le contenu était, c'est des choses les quartiers dont vivent, on parlera. Qu'il y a des acteurs de terrain, voilà. Et exactement. Ça, c'est important de le souligner. Et donc aujourd'hui, David ? Aujourd'hui, on a des acteurs, des actrices de terrain également. Alors, on a principalement le retour, l'éternel retour de Tess Black, qui nous avait déjà parlé de plein de choses, de Taylor Swift, de Marvel, de théâtre, de choses comme ça, et qui aujourd'hui a une autre petite thématique qui me plaît bien, parce qu'en tant que, comment dire, en tant que connaisseur, que grand amateur de fantasy en général et de Tolkien en particulier, on va parler non pas de Tolkien, mais de ses créations, et sous un aspect assez original qui me plaît bien, mais on va laisser un peu le suspense se faire. Voilà, et puis on prendra un petit peu le temps aussi de présenter la personne qui se trouve là-bas sur notre droite, que je connais bien puisque je suis obligé de travailler avec tous les jours. Elle n'en pense pas moins. Elle n'en pense pas moins. Et on l'entendra, je suppose, à plusieurs reprises dans le courant de l'année. D'ailleurs, peut-être on peut commencer par ça, si tu peux te présenter et nous expliquer qui tu es, en quelques mots. Donc moi, je suis Maëva, je suis stagiaire éducatrice spécialisée en 3e année. Donc j'interviendrai avec David jusqu'au mois d'avril 2024 sein du DRE. Et donc, on aura l'occasion de t'entendre nous parler un petit peu plus, en particulier du métier d'éducatrice spécialisée, en l'occurrence. Et puis peut-être d'autres thématiques par la suite. Oui. Voilà. Quel est t'as un rôle particulier par rapport à la radio lors de ton stage ? Oui, je vais mettre en place des ateliers afin d'accompagner les jeunes du DRE à préparer leurs chroniques pour les prochaines émissions. Voilà, et ça c'est cool parce que c'est un truc que moi j'ai jamais pu avoir le temps de faire. Tess Black peut en témoigner, elle a été jetée dans la fosse au lion comme ça sans aucune préparation, mais elle a très bien géré. C'est pas toujours évident pour tout le monde, et c'est vrai que des fois on a des jeunes qui viennent et qui ont envie mais qui sont très intimidés par le micro, donc c'est super que Maëva tu sois là pour pouvoir les préparer à l'avance, autant dans l'écriture que dans la prise de parole, et puis on fera ça directement à la radio, donc c'est trop bien. Parce que ça veut dire que les ateliers continuent là. Ça va être en double en fait. On attend de voir si on peut relancer les ateliers radio journalisme, c'est-à-dire d'aller vraiment aller faire des reportages sur les lieux. Voilà, c'est le temps de constituer une équipe, etc. Ça prend un petit peu de temps, ça se fera pas tout de suite. Par contre, effectivement, la préparation aux interventions dans les émissions et aux chroniques pour les jeunes, ça on peut le mettre en place tout de suite parce que Maëva est déjà là. Elle l'a déjà fait pour la chronique qu'on entendra la semaine prochaine, et puis on va développer ça de plus en plus, mais un petit peu à la demande, selon les besoins, parce que c'est pas toujours les mêmes personnes qui viennent pour les chroniques, et voilà, donc pouvoir préparer les jeunes et préparer avec eux avant la chronique. Voilà. Non, mais c'est bien parce que ça permet aussi de souligner une des actions de la radio aussi. Non, c'est sympa. Et juste une question, David, mais avant que tu lances tout ça, les pauses musicales et tout, mais j'avais une question. Comme on est en direct, je sais pas, mais j'avais préféré Maëva, tu sais, en antenne de ta présentation, la première. On peut pas la refaire là parce que c'était mieux tout à l'heure, non? Je rigole. Tu sais, quand tu te présentes, tout ça, non, on la refait ou pas? Non, je rigole. J'aime bien la pauvre. Alors moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais si. Mais tu sais, retiens que quand c'est en direct, quand tu dis je sais pas, effectivement, ça veut dire qu'il faut peut-être pas le faire. Ouais, non, mais parce qu'elle a dit je sais pas trop, attends, je vais me présenter, je vais dire que je m'appelle comme ça. Voilà. J'aime bien la taquiner. Mais tu vois, ça se passe bien. Et alors j'ajoute, parce que j'étais pas sûr qu'elle soit là, mais elle est arrivée. On va pouvoir entendre Yara aussi. Ah, c'est génial, les invités arrivent pendant l'émission. Ouais, mais c'est super. Oui. Ah non, mais c'est bien.
Voilà, on la laisse rentrer dans le studio. On la peut bien fort, chers auditeurs. Oui. Yara, on la connaît déjà. Elle était venue l'année dernière plusieurs fois nous parler un petit peu de ses projets professionnels. Et on avait dit qu'on qu'on l'entendrait peut-être à la rentrée pour nous parler effectivement de cette rentrée-là et d'où elle en était de tout ça. Donc moi, j'étais pas sûr qu'elle soit là pour des histoires de sombres histoires de téléphone oublié. J'avais pas de retour, donc je suis super content que tu sois là. Installe-toi. Et on t'écoutera tout à l'heure, effectivement, après la chronique de Tess Black. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, mon cher Chamallow ? En fait, moi, je suis super touché aussi de sa présence. Parce que tes prises de parole, tes chroniques, etc., c'est toujours plein d'émotions et de justesse et tout. Je suis content de te revoir. Voilà. C'est vrai que tu nous avais bien calmé. Ah oui. Enfin, toi et les autres qui étaient là, Naïla, etc., vous aviez eu une prise de parole qui était super. C'est des gens qu'on entendra dans le courant de l'année, parce que Naïla était très motivée à revenir aussi, donc elle n'était pas là aujourd'hui, on l'entendra sûrement le mois prochain. Voilà, je vous propose, avant de se plonger dans un univers très familier pour certains, parce qu'il faut savoir que cet univers de Tolkien a généré des choses totalement incroyables, mais je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. On va se mettre une petite musique, on va se faire un peu Adamo ? Ah non, c'est pas aujourd'hui, pardon. On va faire un peu d'autodérision sur notre thématique, ça va être très bien, puis après on va être extrêmement sérieux avec Tess Black. 17h-18h, réussite éducative sur RCN. Eh oui, réussite éducative, vous l'avez reconnu à la pause musicale. David ? C'était quoi ? J'étais pas concentré. C'est un vieux groupe de punk français, Ludwig 2088, qui chantait Boulets et Dragons. D'accord. Okay. Voilà. Ouais, c'est cool. Donc je fais le boulet, tu fais le dragon. Ok, ça marche. Merci. Ouais. Jean-Luc. On est pas mal. Jean-Luc à la technique, que l'on salue. Donc tout de suite, sans plus tarder. Tout de suite, sans plus tarder, on va écouter Tess Black, parce que pour les gens qui peuvent voir, Tess Black, elle est arrivée habillée très normalement. Elle avait comme un t-shirt Nirvana, ce qui est discutable. Mais non, je suis un grand fan de Nirvana aussi. Mais avec les colliers un peu punk et tout. C'est ça. Et puis d'un seul coup, elle est changée. Et là, maintenant, on a une Tess Black. Alors, je l'écris pour les gens qui ne voient pas la vidéo, qui écoutent la radio comme les vrais. Elle est ressortie avec une grande robe verte comme ça, très élégante, très stylée, et puis surtout des oreilles d'elfe. Sur lesquelles elle a réadapté son propre... Enfin, elle a fait un truc... voilà. Donc, on est parfaitement dans l'ambiance. Je vais te passer la parole. Et tu voulais aborder ce sujet sous un angle bien précis. Je pense que l'angle, il se voit bien précis. Mais encore plus précisément. Ouais. C'est à toi. À chaque fois, je bug, j'ai remarqué. Ça. Ne bug pas. Oui, donc voilà, donc le sujet que je vais parler, donc c'est bien sûr l'univers de Tolkien et tout, et je vais me baser, il a créé, on sait, plusieurs espèces et tout, et moi, c'est que je vais me baser, c'est les elfes. Alors je vais t'arrêter tout de suite, on le sait, je te rappelle qu'il y a Chamallow qui est assis à côté de nous. Non, on ne le sait pas forcément. On ne sait pas forcément, non. Donc parmi ces espèces, effectivement, il y a les elfes. Oui, ce qui est ma préférée. Et qu'est-ce qu'il a fait de particulier ? En quoi c'est d'une richesse inhabituelle ? Qu'est-ce qu'il a créé de particulier en fait ? Oui, c'est bon, j'ai. Tu vois ? C'est qu'en fait, le truc qui m'a beaucoup marqué dans la création des elfes chez Tolkien, c'est le langage. Parce que justement, Tolkien a été Vas-y, reprends-le, tout va bien. En gros, Tolkien a été capable de créer entièrement toute une langue, un langage avec des significations. En fait, c'est comme nous, comme on parle français, on parle comme une autre langue, et lui, il a créé une vraie langue entière. D'accord. Avec même un alphabet spécial et... Ce qui est assez impressionnant en effet. Cet alphabet-là, on le voit dans les films qui ont été adaptés du roman ? Oui. On le voit sur l'anneau, justement, c'est cet alphabet-là. D'accord. Il me semble qu'on le voit aussi sur les portes de la Moria dans le film, oui. si je me souviens bien. On le voit... Je crois que c'est tout. Mais dans certains écrits aussi. Et après, effectivement, pour les lectrices et les lecteurs, on le retrouve effectivement dans le roman. Alors, du coup, je me permets de parler avec toi de ça, parce que, étant très très fan aussi, est-ce que tu sais quel métier exerçait Tolkien ? Alors là, c'est vrai que je suis pas très basée sur la vie de Tolkien lui-même. Il faut savoir qu'il était professeur d'université et qu'il travaillait en particulier sur le folklore et sur les langues. Il était linguiste. Donc effectivement, on a là quelqu'un qui a créé une langue à part entière, et c'est pas la seule d'ailleurs. Il en a créé dans toute sa vie une cinquantaine à peu près, alors qu'un humain normal, ça en crée quoi ? Une dizaine ? Un humain normal comme moi, ça en crée pas du tout. Hein. Ah bon ? Moi, j'ai pas créé. Je pensais que les gens créaient au moins une dizaine de langues dans leur vie. Non, pas forcément. Ah bah non. Ah bah je suis la seule alors. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette langue ? Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples, nous faire entendre comment ça sonne tout ça ?
Et ben en fait, j'ai appris déjà avant. Je vais peut-être vous parler de. Je vais dire quelques mots, mais avant, j'aimerais dire un truc. C'est que cette langue-là, c'est en fait un mélange de plusieurs langues existantes. Il y a une partie de français, d'allemand, on peut retrouver de l'arabe, un peu d'anglais, du finnois. Ouais, du finnois, oui, important. Il me semble qu'il a un poids très important. De dans cette l'espagnol, langue. on trouve, un peu d'italien. Et franchement, au début, quand tu entends ça, tu dis mais comment c'est possible? Mais en fait, quand tu prononces certaines choses, là, tu t'en rends compte. Alors, et justement, par exemple. Et bah, par exemple, je peux me présenter. Ouais. Et on va dire donc Namari Nadonia Amen Lafe Friendwell Asta Anta. Voilà. D'accord. Voilà. Peut-être une traduction en plus que je vais traduire. Salutations amis, je m'appelle Lofé, fille de Tranduil. Ben voilà, donc Oui. un premier exemple. Est-ce que tu pourrais le redire une fois un tout petit peu moins vite pour qu'on entende vraiment bien les sonorités? Namari Nadonia Amen Lafe Friendwell Asta Anta. Et on retrouve pour les gens qui ont vu le film, la trilogie ou le Hobbit ou les séries, les Anneaux de pouvoir, etc., qui sont tirés de l'univers de Tolkien. Effectivement, c'est les sonorités qu'on retrouve quand on entend les elfes parler dans les films. Est-ce que toi, en tant qu'experte de la langue, du coup, quand tu regardes les films et que tu écoutes parler, ils ont pas fait n'importe quoi, ça va? Non, franchement, je dis ça souvent quand c'est les acteurs qui font les elfes, franchement, ils se débrouillent bien. Mais j'ai remarqué, par exemple, Viggo Mortensen qui fait donc Aragorn, qui lui est un humain, et bah là, il a pas un bon accent. Ah, ils ont travaillé les accents? Oui. Et je D'accord. sais que certains des acteurs, par exemple, je dirais, comment il s'appelle, Hugo Weaving, qui joue donc le rôle d'Elrond, qui est un elfe, donc senior elfe très grand, et qui est dans tous les films en fait. Il a pas cherché, et donc l'acteur, lui, c'est pas juste, il a appris genre quelques bases et ses textes en elfique, il parle la langue couramment. Et on peut vraiment trouver des interviews de lui qui va parler comme ça. Intéressant parce que ça rejoint aussi des choses dont on a pu parler avant. Tu vois, quand tu parlais de l'année dernière, ou il y a 2 ans maintenant même, de ton goût pour le théâtre et pour l'idée d'être peut-être actrice ou de se diriger vers ça. C'est toujours en actualité, C'est ça. toujours d'actualité, d'accord. Mais c'est effectivement intéressant de voir ce travail d'acteur qui peut être assez incroyable, c'est-à-dire d'apprendre une langue fictive pour pouvoir jouer son personnage et d'être même capable de la parler couramment. Ouais, et je me souviens, il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine et quelques, que j'avais vu un extrait des extraits de création du film. Et on voyait des acteurs pareil qui jouaient le rôle d'un elfe et il avait 2-3 phrases à dire. Et en fait, et on le voyait pendant plusieurs jours s'entraîner à dire juste une seule phrase parce que c'est vrai que c'est assez complexe comme langue. Oui, parce que si je dis pas de bêtises, il a aussi vraiment travaillé une vraie grammaire. On n'est pas que sur un lexique, il y a aussi toute une grammaire, des règles de conjugaison. Et, oui, voilà, il y a vraiment tout. C'est intéressant. Alors du coup, je reprends la parole là-dessus. Ce que je trouve vraiment intéressant justement chez Tolkien, c'est à la fois que c'est quelqu'un qui a eu une création dans l'imaginaire pur et dur, mais qui l'a traité comme un sujet extrêmement sérieux, extrêmement réaliste et très pointu, très avec une espèce de souci de perfection comme ça et de cohérence dans son univers qui est finalement quasi inédit, je dirais. J'ai l'impression. Après, il y a pas mal d'autres univers qui existent. C'est vrai qu'on pense à Star Wars en particulier, qui est aussi un des grands univers développés dans la fiction, aussi, Harry Potter, etc. Mais moi, j'ai toujours eu l'impression que là, on était arrivé à un espèce de summum qui, pour l'instant, n'a pas été atteint. En même temps, c'est le travail de toute une vie. Même, il a pas fini, en fait. À sa mort, il n'a pas pu finir. Et c'est son fils qui a repris tout cet univers. Et on parlait justement des films. Est-ce que toi, tu as lu la littérature de Tolkien ? Ça fait pas très longtemps, c'est vrai que je suis dessus, mais j'ai commencé à lire le 1, donc le Seigneur des Anneaux 1, mais je suis plus à la recherche, pas ceux qu'on a vus en film, mais les autres livres, à part de la Terre du Milieu, qu'il a écrit. Alors ça, c'est aussi un truc à signaler, c'est qu'il a écrit, parce qu'il a aussi créé une mythologie à part entière, avec toute son histoire, c'est assez impressionnant qu'on lit dans le Silmarillion, si je ne dis pas de bêtises, que tu as essayé de lire. Je l'ai pas, c'est celui, franchement, honnêtement, que je suis plus à la recherche, parce qu'on dit que le Silmarillion, en fait, déjà que tu as une vision de la Terre du Milieu comme si elle était réelle, là, tu as une vision totalement à part, en fait, on me dit que ça te change entièrement de lire ce livre, donc je me dis, faut que je le vois, en fait, que je le vois dans le lit, plutôt. En fait, dans une version, dans un monde totalement imaginaire, c'est le Silmarillion, c'est un peu l'équivalent des différents livres sacrés, des religions qui existent en vrai, et il a recréé ça, où on va effectivement expliquer les origines du monde, dans le cadre d'une mythologie. C'est assez c'est vrai que c'est très impressionnant. Et alors moi, ma question, c'est qu'on t'avait entendu aussi beaucoup sur Marvel, mais à quel moment t'es passé, qu'est-ce qui fait que t'es passé sur un autre
Alors, ce qui fait que je suis passée donc là-dessus, c'était... Tiens, on va juste éteindre le téléphone qui sonne parce que c'est gênant pour tout le monde. Je peux pas raccrocher. C'est bon, ok. Voilà. Tu le recouperas après. Les anecdotes du direct. Tu le recouperas après. Et donc, oui, pardon, excuse-moi, vas-y. Et donc... Ah oui, donc en fait, il y avait une période, donc Marvel, je regardais sur Disney+. Ouais. Malheureusement, j'avais plus Disney+, pour des problèmes de connexion. Et je me suis lancée beaucoup sur des vidéos YouTube. Et il y avait un YouTuber que j'apprécie énormément, que je regarde toutes ses vidéos. Je peux donner le nom ou pas? Oui, si tu veux. Donc Amixem, et il fait des vidéos construction Lego en reprenant les trucs Disney, Star Wars et tout. Et il a fait Seigneur des Anneaux. Je commence à regarder la vidéo, je vois des extraits du film, mais je comprends pas, moi je connais pas. Et là je me dis bah pourquoi pas regarder? C'est un truc classique que quasiment l'entièreté de ce monde a vu, je dirais, que connaît. Et je me dis bah pourquoi pas. Et là je vois que que j'ai directement la disponibilité de le voir. Je finis même pas la vidéo, honnêtement, je lance et là, en 2 jours, j'ai fait tous les films, y compris les Hobbits. Oui, d'accord, effectivement. Je trouve ça intéressant de voir par quel canal en 2023, en fait, quand on est ado, on découvre les choses. Parce que je me tourne vers Chamallow, qui est notre grand ancien, pour Merci. reprendre quoi. C'est Lovecraft, les grands anciens. Encore un monde imaginaire à part entière. C'est vrai que ce fonctionnement-là est intéressant de voir qu'on passe par un YouTuber, finalement, pour revenir avec de la curiosité, parce qu'il faut avoir la curiosité d'aller chercher, mais pour revenir finalement vers une œuvre qui finalement est une œuvre de littérature anglaise, publiée en 55 je crois, en tout cas dans les années 50, oui. Et c'est super intéressant de voir ce circuit-là en fait, comment on revient, je le dis parce que moi j'ai passé pas mal de temps finalement dans cette émission aussi à dire que les réseaux sociaux, TikTok en particulier qu'on évoque très très souvent, restent des outils, donc il n'en est pas forcément toujours fait bon usage, mais ça peut aussi être des outils qui sont utilisés correctement. C'est l'idée que quand on pose un tournevis sur une table, les gens peuvent le prendre pour visser ou pour faire n'importe quoi, faire des trous dans les murs, mais après ça reste un outil quoi. Alors c'est toujours pareil, c'est l'outil, hein. Mais on va pas ouvrir ce débat là, mais l'exemple de Tess Black qui passe par ce biais là, parce qu'il faut déjà savoir ce que c'est qu'un youtubeur, hein, donc moi j'aurais pas pu passer par ce biais là, mais pour arriver au livre, alors ça c'est génial, hein, tu sais ce que j'en pense, si ça permet d'accéder à l'objet livre et à la lecture, oui, mais malheureusement je pense que c'est des cas quand même, non, tu penses que c'est majoritaire? Oui, mais évidemment, ouais. Mais c'est là que je trouve que tous les projets, tout ce qui est mis pour accompagner en fait dans la découverte du numérique, en diabolisant pas nécessairement, mais en apprenant à faire preuve de bon sens, à faire preuve d'esprit critique, à faire preuve de curiosité, c'est là que ça devient intéressant. Et en fait, il y a pas mal de TikTok ou Instagram, je me rends compte de plus en plus qu'il y a pas mal de gens qui font vraiment ce travail-là dans l'outil lui-même, dans le réseau social lui-même. Enfin voilà, il y a beaucoup de chaînes qui existent et il y a des youtubeuses et des youtubeurs relativement jeunes qui s'intéressent aussi à ça, à la question de l'esprit critique, de la curiosité, de comment on va découvrir des choses. Et je trouve ça quand même assez intéressant. Et ils sont pas anodins, c'est des gens quand même qui sont beaucoup vus, qui sont beaucoup suivis. Alors après, effectivement, il y a aussi tout le reste qui peut être du divertissement sympathique et pourquoi pas, puis après plein d'autres choses aussi qui sont à mon avis plutôt nocives et plutôt pas géniales quoi. Mais c'est comme ailleurs, j'allais dire, il y a un peu de tout. C'est vrai que quand on regarde la télévision, finalement on peut tomber sur des choses hyper intéressantes comme sur des choses qui vont être vides de sens. Oui, c'est vrai. Même si c'est pas comparable complètement, on est d'accord. Mais à méditer sur cette phrase que j'ai entendue il y a quelques jours, et sur un jeune voilà, qui est dans une année de bac, quoi, hein, et à qui je posais la question sur une connaissance de quelque chose dans un livre ou je ne sais plus, et qui me répondait comment je peux connaître, ça passe pas à la télé. À méditer sur cette phrase. À méditer. Donc, comme si c'était la sacro-sainte télé, notre seul lieu pour puiser l'information. Mais je peux une ou deux questions parce que j'y connais rien. Alors, mais c'est vrai que j'avais déjà entendu un petit peu parler d'une langue construite et surtout d'un univers qui avait été très travaillé. Du coup, j'ai l'impression que plus encore qu'Harry Potter, auquel tu faisais référence, on n'a pas que la narration, une histoire avec le cadre de l'histoire, puis après on écrit un roman, puis après s'adapter à la télé, mais ça reste dans un univers propre de cette histoire-là. J'ai l'impression qu'il a, avant même de vouloir écrire une histoire qu'on voit dans les films, etc., il a d'abord créé un univers et il s'est pas cantonné à celui qu'il allait montrer dans le livre ou dans une adaptation cinématographique, mais il s'est d'abord préoccupé de construire tout un univers. On a l'impression en vérité que au-delà de ce que l'on est en train de regarder, à gauche des personnages, à droite ou même dans le temps, la veille, le lendemain, etc. En fait, ça continue, il y a quelque chose, quoi. C'est tout un univers complexe. Il n'y a pas que ce que l'on voit, que l'histoire qu'on veut bien nous raconter, mais cette histoire s'intègre dans un univers qu'il a construit avec ses fondements, comme tu dis, son histoire, avec sa langue, avec peut-être les rapports sociaux, peut-être même politiques, dans les rapports de hiérarchie, etc., etc. Et c'est ce que je trouve intéressant chez lui, c'est que
presque il aurait pu s'arrêter là, à construire tout un univers par plaisir, par pur plaisir d'imagination. Après, il en a extrait une histoire qui se passe dans cet univers, un peu comme nous. Voilà, on a une histoire, on est à la radio aujourd'hui, mais ça s'intègre dans un univers beaucoup plus large que nous. Eh bien, j'ai l'impression que c'est ça qui est impressionnant chez lui. C'est qu'au-delà de ce qu'il raconte, d'une histoire particulière dans un univers déterminé, il s'est d'abord préoccupé de construire l'univers pour que l'histoire qu'il raconte dedans, par exemple, je pense au Seigneur des Anneaux, soit totalement cohérente et qu'on se dise, elle s'intègre dans un avant, un après, des relations. Et ça, je trouve ça assez fort comme travail, j'ai l'impression. Que c'est beaucoup plus large que ce qui... Parce que finalement, la langue dont tu parles, moi, j'ai vu que 2-3 films comme ça, vite fait, sans rien tout caler, quoi. J'ai pas lu les livres, mais je pense qu'il était pas obligé de construire une langue avec tant de complexité. Il aurait pu simplement nous faire croire qu'elle existait pour les 2 ou 3 fois le personnage utilisé ou mettre sur une porte, machin. Là, j'ai l'impression qu'il s'est donné le mal de faire que ce qu'il nous montrait, le peu qu'il nous montrait dans une histoire, en 400 pages, en 1000 pages, avait une existence beaucoup plus, ou plus, mais en tout cas avait une existence beaucoup plus large, que c'était comme s'il nous montrait une réalité en fait. Il a d'abord construit une réalité avant de nous en montrer un bout par le biais de la narration ou d'un film, et je trouve ça assez fort. Et ma question, c'est sur la langue, parce que tu nous as un peu parlé, mais comment du coup tu l'apprends? Est-ce que c'est en regardant des films et en les repassant, ou est-ce que dans les textes où lui-même a écrit quelques passages de cette langue, il y a de la phonétique, des moyens pour savoir comment la prononcer, etc. Comment tu es en contact avec cette langue-là? Honnêtement, j'ai commencé à vouloir apprendre cette langue en voyant toujours YouTube, en fait, c'est vrai, en voyant des vidéos de gens qui disent « Moi, je la parle et tout, cette langue », en donnant des exemples. Je commence à noter ce qu'ils disent et tout. Ils donnent les prononciations et je me suis dit « En fait, c'est comme apprendre l'anglais pour moi. » J'ai vraiment une facilité, c'est vrai, à apprendre des langues, je dis la vérité. Et je me suis dit, pourquoi pas vraiment chercher à l'apprendre, à apprendre vraiment. Et donc en regardant, en revisionnant les films, parce que certains mots, je dis pas que quand ils disent des longues phrases compliquées, je pourrais réussir à écrire et tout. Mais des fois, quand ils vont dire quelques petits mots ou des courtes phrases, là, je vais réussir à les comprendre, à pouvoir les réécrire toute seule, sans regarder les sous-titres. Et est-ce que c'est une langue vivante au sens où, est-ce que toi, par exemple, quand tu l'utilises, tu te dis, ça c'est mal foutu, ça c'est peut-être quelque chose Est-ce que toi, tu rajoutes des choses à cette langue, tu la fais évoluer, ou est-ce qu'effectivement, c'est des canons qui sont fixés et qui bougeront jamais? C'est ça, moi, que je trouve intéressant aussi. Honnêtement, c'est vrai que je cherche pas vraiment à chercher plus. Moi, je l'apprends comme ça, quoi, comme on me la donne. Mais après, j'aime bien apprendre les histoires de cette langue et des mots un peu spéciaux. Et je pense qu'il y a un truc qui m'a un peu bouleversée, que j'ai appris au niveau de cette langue, c'est que les prénoms des personnages ont aussi une signification. Comme par exemple, le personnage, je pense que tout le monde connaît dans les elfes, Legolas. Et Legolas veut dire verte feuille, parce que Legs veut dire verte, et Golas veut dire feuille, en fait. Et c'est voilà, ce sont des assemblements de prénoms, comme on a le personnage de Arwen. Là, je pourrais pas le décomposer, mais ça veut dire demoiselle royale. Voilà, puis je peux en donner d'autres, des exemples de prénoms, mais on n'a pas tout le temps. Après, c'est vrai que dans la façon dont il a créé ça, il a eu, si je ne dis pas de bêtises, il a fait une première création qui a débouché sur le Hobbit. Alors c'est un peu plus ou moins la légende qui dit qu'il a écrit dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'il s'est retrouvé, il était soldat pendant la Première Guerre mondiale, et que dans l'ennui entre les moments un peu plus entre les attaques, il avait commencé à imaginer ce monde-là et à créer ce monde-là, et a priori effectivement il a commencé à imaginer ça dans ce contexte-là. Alors on dit qu'il a écrit le Hobbit pour, je sais plus, ses petits cousins, pour leur faire pour de la famille, oui. Ça, a priori ça a l'air d'être un petit peu quand même une légende, parce qu'il a retravaillé ça. Et en fait, il s'est pris vraiment dans son jeu, entre guillemets. Et je sais qu'il a redéveloppé le monde après avoir écrit le Hobbit, qui a eu plusieurs écritures d'ailleurs, effectivement, pour déboucher sur l'œuvre monumentale qu'est le Seigneur des Anneaux, et l'œuvre mythologique qu'est le Silmarillion, et puis tous les autres petits bouquins annexes autour. Et ce qui est incroyable dans son boulot, parce que c'était quand même c'est un universitaire relativement austère, assez taciturne, qui habitait dans une banlieue d'Oxford et qui aimait bien juste être chez lui. C'est ça qui est assez rigolo, quoi. Après, c'était quelqu'un de très amoureux de la nature et de la campagne de cette région. Je sais plus quelle région c'est à Oxford, en tout cas de la région d'Oxford. Et c'était quelqu'un qui avait des rituels très établis. C'était pas quelqu'un de fantaisiste du tout dans sa vie. Et c'est ça qui est super intéressant. Un petit peu quand même, parce qu'il était beaucoup voyageur. Enfin, certains endroits qu'on voit,
qu'il décrit dans le livre, c'est des endroits qu'il adorait visiter dans le monde, Oui, en alors fait. après, Il y a ça aussi. il s'est inspiré de choses, mais ça restait quelqu'un d'assez terne, entre guillemets, finalement. Oui, c'est vrai qu'il Et était c'est un ça peu qui est discret, intéressant. en fait. Et il était extrêmement discret, voilà. Et on voit bien toute l'affection qu'il a mis, parce que je trouve que ça se sent dans les personnages des Hobbits et dans la région de la Comté où ils vivent. C'est-à-dire ce petit peuple de gens très simples, qui ont des plaisirs très simples, qui sont discrets, qui sont dans leur truc, et qui veulent juste profiter tranquillement de cette petite vie où on rigole, on boit des coups, on mange beaucoup, Beaucoup. on aime le confort de sa maison, et c'est rigolo parce qu'on sent que ça, j'ai l'impression dans Seigneur des Anneaux, c'est là qu'il a mis le plus de lui et de sa vie à lui, et c'est En fait, c'est vrai qu'on dit que le Hobbit, c'est ses personnages préférés, en fait. Et on dit souvent qu'il y a le duo Frodon et Sam, on dit que c'est Frodon qui est plus important que Sam parce que c'est lui qui porte l'anneau. Mais en fait, on entend des anciennes interviews de Tolkien quand il était encore en vie, qui disaient qu'en fait, non, c'est pas Frodon le plus important, c'est Sam en fait. Lui, il a mis toute sa vie dans Sam plus que Frodon pour que les gens en fait ils se rendent compte ce que c'est qu'une vie d'un humain normal, que tu prends quelqu'un qui vit sa vie tranquille et que tu l'enlèves à sa vie en créant Sam justement. Oui, après, c'est toute cette thèse de cet ouvrage-là qui montre qu'en fait, c'est effectivement les créatures les plus simples et les plus discrètes qui finalement vont accomplir les plus grandes choses, en fait. Les plus grandes choses, oui, très clairement. Aidés par les grands héros, etc., mais qui sont là que pour les aider finalement. C'est intéressant. Je sens que Chamallow, tu avais une question, je t'ai vu te pencher. Non, mais parce que j'ai jamais compris dans quelle ordre. Moi, j'ai vu 2-3 films. Sam, c'est celui qui accompagne et c'est aussi un bel rapport d'amitié, non, et de solidarité. Oui. C'est chouette, cette relation-là, mais j'ai jamais compris ce qui se passait avant, après. Moi, j'ai cru que ça se terminait quand le dragon, ils arrivaient, qu'il y avait le dragon, tout ça. T'es en train de mélanger. Là, tu mélanges. Et après, je tombais sur un autre épisode, je me dis, mais c'est avant, après. Parce que c'est l'Hobbit, ça. Quand ils arrivent et il y a un dragon qui est sur de l'or et qui dit, c'est pour moi l'or, c'est tout pour moi, je garde l'or pour moi tout seul. Non, c'est pas ça. Non, en fait. Belle citation. Je trouve que je fais bien le dragon, je trouve. Je vais mettre en ordre. En fait, dans tout ce qui est sorti niveau cinématographique, si on regardait plutôt au fil des années, il faudrait commencer aux années, genre dans la vie de la Terre du Milieu, il faudrait commencer par les Anneaux du Pouvoir, qui se passent déjà 3000 ans avant l'histoire de l'anneau et tout. Avant la création de l'anneau, du Mordor, de tout ce qu'on veut. Après, il y a donc les 3 Hobbits, le 1, le 2 et le 3, qui se passent pareil encore avant. Et là, il y a le Seigneur des Anneaux, en fait. Mais moi, j'ai trop peur. Parce que j'ai peur de celui qui se parle à lui-même, là. Comment il s'appelle qui dit précieux tout le temps, là. Gollum. T'es comme ma fille, mais elle a 7 ans. Tu lui as déjà montré, Camille? Ouais, elle a déjà vu, mais c'est le personnage qui l'inquiète. Le reste, alors, pas de problème. Il fait peur, lui, il se parle à lui-même. Ah non, Gollum, moi, je l'adore. Mais il fait peur quand même. J'essaie de parler un peu comme lui des fois, j'avoue. Bah d'ailleurs, je n'ose pas te le dire, mais tu parles un peu comme lui. Attends, genre la phrase, je pense qu'il dit le plus, c'est stupide Hobbit joufflu. Moi, j'arrive à le faire à peu près. Stupide Hobbit joufflu. C'est vrai qu'il y a ça. Je sens que la personne à ma droite est en train de se demander si elle va rester ou pas. Elle dit c'est ça la radio. Bon, en tout cas, je vois que t'es toujours aussi à fond à chaque fois que t'es dans quelque chose qui est plutôt fort sympathique. Et est-ce que de passer à quelque chose, c'est vrai ce que tu dis, mais est-ce que de passer à quelque chose, merci David, tu m'as rappelé ma question. Parce que tu viens, tu es très éclectique et ça te prouve un rapport à la culture vraiment intéressant. Mais est-ce que quand tu passes à autre chose, encore une fois, ça fait peut-être longtemps déjà que tu es plongé là-dedans dans Tolkien, mais est-ce que voilà, tu as totalement abandonné les autres choses dont tu étais venu parler, ou est-ce que tu arrives à gérer toutes ces passions qui se superposent comme un millefeuille et que du coup, quand tu rentres chez toi, c'est à la fois Superman, je connais pas les autres, c'est pour ça. Il n'y a même pas de Superman. Non, Superman. Je sais, mais moi, Marvel, c'est Superman, ce qui est d'ailleurs pas du tout vrai. Mais, c'est DC Comics. Oui, bah voilà, c'est pour ça. Et là, tu vas mettre beaucoup de personnes à dos, j'avoue. Mais je veux dire, du coup, voilà, et le théâtre et tout ça, ça devient un ensemble, ou est-ce que tu sens que tu fermes des portes et que c'est parce que tu abandonnes une autre passion ou... Non, honnêtement, tout ce que j'ai pu parler avant la radio, et même les autres passions que j'ai à part, donc je peux pas toujours tout parler de tout à la fois, parce qu'il y en a beaucoup, j'avoue, bah je les mélange tout à la fois. Je vais tout prendre et tout mettre dans un... Comme Tolkien, tout prendre, tout ce que j'aime, et les mettre dans un seul univers. Ouais, c'est chouette. Je pense que plus tard, on va avoir des bouquins dont on parlera à la radio qui seront signés Tess Black. Bah, j'avais déjà parlé dans une ancienne une fois que je créais un livre justement, mais c'est vrai que je suis toujours un peu dans cette écriture de livre. Je cherche toujours d'autres histoires à créer, à l'améliorer. Mais quand je n'ai pas envie d'écrire mon livre, je m'invente des petites histoires que je me fais mentalement, que je me dis à l'oral. Et en fait, là, cette histoire, elle est vraiment très complexe parce que justement, c'est comme je viens de dire, j'ai créé un univers en fait. Et le personnage principal, c'est moi. Le personnage, c'est moi, mais de façon totalement différente. Mais lui, c'est un toi fantasmé. Oui, voilà. je vois bien. On peut faire simple. Un avatar.
J'étais une humaine demi-déesse qui vivait dans l'univers Marvel, qui a fait une grosse dépression, qui était aussi déesse de la lune, qui en fait par dépression s'est suicidée. Oui, c'est pas très joyeux. Et en fait, la lune, elle lui a dit, bah non, t'es une déesse, ok, on a compris ta vie, tu l'aimais pas, je vais t'envoyer dans un autre univers où tu seras une princesse elfe, fille de tronc d'huile, c'est pour ça tout à l'heure. Et voilà, et donc elle a été réanimée, revit totalement sa vie, commencée à zéro. Et en fait, bah, qui dit les elfes, on sait qu'ils sont immortels, donc elle a vécu jusqu'au monde d'aujourd'hui qu'on vit actuellement. En gros, là, actuellement, pour vous dire, c'est une elfe... qui s'habille chez Zara, qui va chez Sephora faire son maquillage, voilà, et donc qui vit pareil. Il y a de la musique dans les anciennes époques, mais c'est pas la musique qu'on voit comme aujourd'hui. Et bah elle, c'est une grande fan de musique et qui écoute les musiques d'aujourd'hui, justement. Wow, ok. Voilà, donc je vous dis. Et les elfes, c'est des petits machins qui volent comme l'a fait Clochette, tout ça, là, c'est ça? Toujours pas. Non. Non, toujours pas. D'accord. On va pas s'étendre sur le chef. On fera une autre émission pour t'expliquer les elfes si tu veux. Enfin, les elfes. En tout cas, ils ont des oreilles bizarres, c'est ça? Quelques autres choses. Non, c'est pas des oreilles bizarres, elles sont juste grandes et pointues, c'est tout. Oui, bizarre quoi. Ok. Bien. Eh bien, écoutez, je vous propose d'écouter, pour terminer sur ce sujet, une chanson qui s'inspire d'un personnage qui apparaît dans le roman Le Seigneur des Anneaux, mais qui n'apparaît pas dans le film et qui est tellement singulier que d'ailleurs c'est peut-être une bonne chose qu'on n'ait pas essayé de l'adapter. Réussite éducative sur RCN. Eh oui, nous revoilà. C'était donc Jacques Higelin, c'est ça? Oui. Et c'est rare que tu puisses nommer les choses. Ouais, c'est pour ça que je suis content. C'est pour ça que je l'ai fait. D'habitude, je fais David, c'était quoi? Non, c'est chouette, c'est bien. Quand tu me mets des trucs que je connais un peu, c'est bien. Merci. Et puis des trucs qui existent, quoi. Parce que d'habitude, ces trucs, ça n'existe pas. Tu les as créés avant, je ne peux pas croire que ça existe. Yeah. Notre technicien est en forme en cette rentrée, ça c'est super. On est à 2-0 effectivement. Ah non, un partout là ça fait. Si on compte. Ouais, c'est vrai. Bref. C'est vrai. Et d'ailleurs comme on a prononcé le nom, c'est un nom. Ouais, c'est un nom. Jean-Luc. On salue donc à la technique, j'ai dit tout à l'heure, mais un grand merci aussi parce que il a incarné, représenté la radio à l'autre canal à l'arrivée du défi. Et merci beaucoup à Jean-Luc d'avoir été présent. C'est chouette. Et pour ce bon café qu'il a préparé, il est vraiment super. En plus, ouais. Génial. Et tout de suite, sans plus tarder. Sans plus tarder, on va écouter on va prendre quelques nouvelles du comeback également de Yara. Comment ça va, Yara? Ça va. Tu faisais ta rentrée, alors je rappelle juste le contexte. Yara, on t'avait reçu à plusieurs reprises, et en particulier pour évoquer tes projets professionnels et la difficulté, on va dire les obstacles qui pouvaient se présenter à toi et la façon dont tu les combats. Je pense qu'on peut parler de combat. Oui, on peut. Et voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler, toi, ton projet, ce qu'il était, et est-ce que c'est toujours d'actualité? J'aimerais bien être avocate en droit civil spécialisée dans le divorce. Et c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Donc là, tu rentrais en quoi? Là, je rentre en seconde. En seconde. Lycée Georges de la Tour. D'accord. Alors, cette rentrée en seconde, ça donne quoi, le passage au lycée? En termes de cours, ça va. Mais en termes de tout ce qui est administration, professeur, ça dépend en vrai. Ça dépend, je vais dire un peu comme toujours. C'est vrai qu'on n'a jamais. Je sais pas pourquoi, mais dès le début de l'année, ils nous ont mis un gros coup de pression. Rien que par rapport en fait à. Ils nous ont dit oui, la manière de s'habiller, faut que ça soit dans le règlement. Et je pense qu'ils faisaient référence à l'abaya. Ouais. Et, le sujet. Oui, après, ouais. Ils nous ont mis un coup de pression aussi sur le comportement parce que ma classe, ils ont fait le bazar en fait dès le début de l'année. En fait, ils n'ont pas attendu une semaine, premier jour, non. Attendu une semaine, pas respecter les conventions. C'est un code des jeunes. On attend une semaine et on verra après. Dès le début, c'était le bazar, mais je pense que le coup de pression, il a fait du bien aussi aux élèves. Ouais. Donc toi, au niveau de l'ambiance, ce vieil accent là que je traîne moi des fois, au niveau de l'ambiance, donc t'es un peu mitigé par rapport à ma classe? Ouais, je sais pas, c'était ce que j'en concluais. Ça va, j'ai des amis dans ma classe. Tu retrouves des gens que tu connais là dans ta classe cette année? Comme ça, c'est plutôt cool. Mais sinon, je parle pas beaucoup avec eux parce qu'ils ont des délires, c'est pas forcément les miens. D'accord. Et il y a des gens qui sont un peu problématiques aussi, un peu. Qui viennent se moquer des gens aussi, des fois.
Ça rejoint un peu justement, on a parlé plusieurs fois de ça l'année dernière, et c'est vrai que c'est aussi un sujet d'actualité et un sujet politique, hein, la question du harcèlement qui est mise très en avant. Donc là tu parles de moquerie, effectivement, après c'est des questions de degré, quel degré on y met, mais ça a été un sujet l'année dernière. On avait reçu Emma qui en avait parlé aussi, qui reviendra la semaine prochaine pour nous parler complètement d'autre chose, d'ailleurs c'est rigolo, aucun rapport, mais ça va être cool. Et enfin, sur un sujet comme celui-là, toi ta perception de ça, c'est qu'est-ce qu'on pourrait conseiller, qu'est-ce qu'on pourrait demander, qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour un peu remédier à ça? Qu'ils aillent consulter, en fait, qu'ils prennent rendez-vous, qu'ils fassent une thérapie, parce que c'est pas normal de s'acharner sur des gens parce qu'ils sont pas comme toi. Je sais pas, il y a des gens dans ma classe qui sont pas forcément de France et ils parlent en anglais. Et quand ces personnes parlent en anglais, ça les fait rire. Ah oui. Mais j'allais dire quelque part, et très malheureusement, est-ce que justement c'est pas quelque chose d'assez classique et d'assez entre plein de guillemets, on est d'accord, normal, quelque chose qui revient finalement toujours? Ça peut être bizarre parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir quelqu'un parler anglais couramment, mais systématiquement, tous les cours, tu viens, tu lâches ta blague, tu fais rire la galerie. À un moment donné, je pense qu'il y a une limite à pas dépasser. Tu l'as fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu nous l'as fait pas 8 fois. Oui, après je faisais ça de manière un petit peu provocante entre guillemets, hein, on est d'accord sur le principe. Et au niveau de ce que voulait te demander Chamallow, il fait des gestes désespérés. Ah oui, mais ça pouvait attendre le point à la fin de ta phrase. Vas-y, je te lâche la parole. Déjà, 2 choses. Une, je vais rebondir sur ce que ça dit David, mais juste avant, c'était ton premier choix, ça, Georges Latour, parce que il me semble qu'on avait évoqué la possibilité, qu'on se croise à un moment donné dans mon autre vie, non, c'était vraiment Georges Latour Non, c'était Jacques Callot au début. Ouais, on est d'accord. Ouais, et la section européenne, elle m'a pas accepté, mais le lycée, ils m'ont accepté. D'accord. Et le lycée, il est à 1h30 de chez moi. Ah oui, et bon. La seule raison pour laquelle je voulais y aller, c'est la section européenne, en fait. D'accord. Et si je l'ai pas, autant faire une scolarité normale dans mon lycée de secteur. Oui, bien sûr. Mais si c'est plus simple, puis on se croisera ici. Tu es la bienvenue. Non, mais pour rebondir sur ce que disait le mot normal, il y avait un petit peu le côté aussi, comme il dit, voilà, pour enclencher le débat. Mais le mot normal, c'est vrai qu'il est polysémique finalement, parce que quand David dit est-ce que c'est pas normal, il y a normal, bon, ça n'est jamais normal de critiquer quelqu'un, etc. Mais je comprends ce qu'il veut dire, parce qu'il y a aussi la normalité qui fait que malheureusement, la nature humaine étant ce qu'elle est, il y a un seuil auquel on va être confronté toute notre vie. Je repense toujours quand j'entends parler d'harcèlement, ce bouquin que j'avais lu il y a longtemps, Sa Majesté des mouches de Goldwyn, où on voit ces enfants sur une île, et finalement c'était pour montrer que dès l'enfance, finalement, les gens ne sont pas forcément tendres les uns avec les autres, et on le sait, dès le collège, finalement les jeunes sont durs. Même la primaire. Dès la primaire, mais par expérience, j'ai surtout ressenti moi ça au collège, mais c'est vrai que dès la primaire, des CM1, CM2. Avant, peut-être, je trouve qu'il y a un côté on accueille, on aime bien, il y a un nouvel élève, machin, tout ça. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus moral. Mais après, c'est vrai qu'il y a une perdition progressive. Je te rejoins peut-être déjà dans la fin de primaire. Mais c'est vrai que ça, du coup, c'est la nature humaine. Malheureusement, donc c'est normal au sens où on le côtoie, quoi, mais c'est pas normal peut-être au sens moral, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est très complexe, parce qu'il y a un moment donné où c'est à nous de nous endurcir et d'apprendre que c'est peut-être débile, mais quand on parlera, si on a ou un petit accent ou une petite difficulté ou quelque chose, ou même physique et tout, ça devrait pas, mais on va s'accoutumer au fait que la nature humaine, on est entouré d'actions, pas de personnes, je me permets pas, mais de réactions stupides, voilà, auxquelles on a pu contribuer nous aussi, parce que personne n'est parfait, mais disons qu'on va y être confronté, et il y a un moment donné, on passe le seuil de la normalité, parce que là, du coup, ces réactions-là, des stupides, vont aller jusqu'à déclencher chez nous, peut-être que la fréquence, peut-être que l'intensité, peut-être que vont finalement être problématiques. Et c'est toujours compliqué de savoir où est le seuil là, et pour l'institution, pour le monde des adultes, et pour nous, de savoir à quel moment finalement ça, c'était ce qui ne devrait pas être, mais qu'on est censé accepter parce que ça s'appelle le monde, avec tous ces aspects négatifs, et tout d'un coup on passe de l'autre côté. Et ça, je trouve que c'est très très complexe à gérer. Bon, à part les trucs qu'on entend dans les médias, où là effectivement on a passé le seuil de l'acceptable depuis très longtemps, malheureusement, dans tout ce qui est harcèlement, etc. Mais en tout cas, là où tu es maintenant, tu sens que voilà, il y a ça, mais
sans plus. C'est-à-dire, tu es entouré de problématiques, tu disais. Mais ça reste possible pour les études, pour... Oui, les professeurs, je comprends tout. Alors que pendant les vacances, je m'attendais à ce que ce soit très compliqué, que j'allais rien comprendre, alors que même les choses dans lesquelles j'étais pas forcément douée pour, je comprends. Les professeurs, ils font des cours très intéressants, d'ailleurs aussi. Et voilà, quoi. Je pense à une chose, tant mieux pour ça. Les réactions là dont tu parles, les choses dont tu parles, est-ce que pour toi c'est des choses qui sont liées au groupe et à la présence du groupe ou à la présence d'un public, ou est-ce que c'est des choses qui sont plus individuelles ? Je sais pas vraiment parce que je les connais pas forcément, mais pour moi c'est juste l'effet de groupe en fait. Tu veux juste prouver que t'es quelqu'un de marrant alors que pas du tout. Et la plupart des gens ils le disent que ça fait pitié, que c'est gênant de venir, de parler à une personne comme ça, juste pour faire rire la galerie, en fait. Et c'est vrai. Ouais, il persiste, mais à un moment donné, j'espère que ça va stopper un peu. Oui, ce serait pas mal. Mais c'est vrai que la question de l'effet de groupe est importante. Je le voyais en discutant avec d'autres jeunes avec lesquels je bosse et qui constataient que je rapporte leurs paroles parce que j'ai pas fait d'études sur le sujet de sociologie, mais qui rapportaient le fait qu'ils trouvaient qu'il y avait beaucoup de gens qui arrivaient au collège, à la fin du collège, au début du lycée, pouvaient avoir ce type de comportement-là. Ils me disaient souvent, on a l'impression que c'est des gens qui en primaire ont eux-mêmes été victimes de ce type de comportement et qui ont tendance à les reproduire à un moment donné par vengeance, par considération du fait que ce serait la normalité, etc. Est-ce que c'est quelque chose toi que tu as pu constater ou pas spécialement ? Ça dépend en fait, c'est souvent les secondes et les sixièmes qui font ça. Et je sais pas, c'est pour faire comprendre aux autres qu'ils sont grands, qu'ils ont grandi, qu'ils rabaissent les autres. Parce que même moi, j'étais à l'arrêt de bus la dernière fois et il y a un petit qui a failli se faire écraser. Je l'ai aidé et il a le culot de me dire « Vas-y, c'est bon, lâche-moi ». Ce qui est encore autre chose. En fait, ils sont vraiment très culottés et ils veulent humilier les gens pour se donner de la valeur, en fait. Alors que si tu veux vraiment te donner de la valeur, montre une bonne facette de toi, ne montre pas que t'es un cassos, en fait, tout simplement. T'es vraiment quelqu'un de gênant, de pas sympa, t'es pas cool en fait. Mais alors je le dis vite parce qu'il nous reste une quarantaine de secondes. Quand l'exemple que toi tu donnes, est-ce qu'on peut l'interpréter comme il a été vexé justement, tu vois, d'être proche d'un accident, d'avoir été aidé par quelqu'un? Est-ce que ça peut être une réaction autour de ça en fait? Quelques mots parce que... Peut-être qu'il avait honte qu'il a failli mourir tout simplement et qu'il n'aime pas forcément être aidé par les autres. Et je trouve que c'est un peu bizarre quand même. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est des sujets dont on reparlera. On voit que tu as plein de sujets sûrement à évoquer pendant l'année qui vient. J'espère qu'on pourra t'entendre à nouveau. On te réinvitera. Voilà, il nous reste quelques secondes. On va terminer cette émission. Je vais laisser la parole à Chamallow. Moi, ça me touche et du coup, on reproduira. C'est très important parce qu'il faut qu'on en reparle. Et je suis très très content, suite aux dernières émissions où on t'avait reçu, que ça se passe bien. Tu comprends ce qui se passe, etc. Parce que j'ai cru, je me souviens que, voilà, c'est pas, on te disait que peut-être ça serait compliqué, sans le développer. Et je suis très content que du coup, tu vas prouver, comme on l'avait dit, que finalement... tu vas y arriver et on te le souhaite et on en est sûr. Donc à très très vite sur les ondes. Et chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour Réussite Éducative. Merci à Jean-Luc à la technique. Merci David. Merci tout le monde. Et je suis sûr qu'elle se passera très bien l'émission la semaine prochaine parce que comme on va l'enregistrer tout de suite, au moins t'es là et je te garde sous la main. Voilà. Et j'ai tripoté des oreilles toute l'émission. C'est bizarre comme phrase. C'est bizarre. À tout de suite dans une semaine, chers auditeurs. RCN, www.rcn-radio.org